Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Direct Défense, toujours en plein cœur du Salon du Bourget. Aujourd'hui, c'est la 3e journée. Nous irons à la rencontre des forces spéciales de l'armée de l'air, le CPA-10. Focus également sur le renseignement spatial français avec une présentation du programme MUSIS. Enfin, rencontre avec l'équipage du nouvel hélicoptère Caïman de la Marine nationale. Mais avant ça, je vous propose de rencontrer un robot. Ce robot, il s'appelle Bull. Il est entièrement recouvert de tissu et muni d'une caméra. Bull est très pratique car il permet d'inspecter des zones difficiles d'accès ou non sécurisées. Les explications en images. Textile, gonflable et piloté par une tablette, Bull est conçu pour l'inspection de matériel et d'équipements difficiles d'accès dans le domaine civil ou militaire. Vous pouvez avoir accès dans des réacteurs, dans des cuves également, où l'homme, par rapport à la toxicité, aux émanations de gaz, aux polluants, ne peut pas rentrer. Donc avec ce système-là, d'autant plus qu'il est conçu que d'air, il n'y a pas de problème d'électricité, il n'y a pas de problème de choc, comme je l'avais déjà expliqué. Ce bras gonflable se déploie sur plus de 15 mètres. Installé sur une station au sol ou sur un sac à dos, il est équipé à son extrémité d'une caméra ou d'un système de prélèvement. Un moyen léger, compact et rapide à mettre en œuvre. Le projet Bull est un bon exemple d'investissement dans une PME avec un retour sur cet investissement qui est vraiment très positif. Le projet a démarré il y a quelques mois à peine et déjà vous voyez qu'on a un démonstrateur qui a un état d'aboutissement déjà très satisfaisant. Pour mettre au point ce démonstrateur, la société Varin s'est dotée des compétences d'une autre PME dans le domaine de la robotique, R&D Tech France. Bull pourrait être commercialisé dès 2016. De retour sur le stand du ministère de la Défense au pôle renseignement, on va parler à présent des CPA-10. Alors les CPA-10, ce sont les commandos parachutistes de l'air numéro 10 d'Orléans. Ces CPA-10, ils maîtrisent parfaitement leur savoir-faire commando. Alors plus concrètement, ils savent guider comme personne un avion de chasse pour détruire une cible ou encore faire atterrir un avion en plein désert. Et nous avons de la chance car nous sommes à côté de Zouzou. Et Zouzou, vous êtes membre du CPA-10. Bonjour Zouzou. Tout à fait. Donc, notre mission première, c'est de guider un avion, de faire livrer leur bombe ou directement de poser un avion sur un désert, sur un terrain sommaire qui n'a pas été reconnu. Donc pour faire poser un avion ou faire guider un avion, donc nous allons quitter un aéronef équipé d'un parachutiste, donc à 8000 mètres d'altitude. On est équipé avec tout le matériel que vous voyez. Nous partons sous oxygène. Donc le matériel que vous voyez qui sont juste à mes côtés, c'est une gun pour charge lourde. Donc on appelle ça gun type GPCL. Donc dans le GPCL, il y a tout le matériel que vous voyez sur la table ou directement. Donc c'est un équipé qui peut arriver en arrière, donc qui peut emmener du ravitaillement pour les collègues, soit des munitions, soit de l'alimentation, ou soit d'intégrer un groupe pour pouvoir amener d'autres nouvelles missions, pour pouvoir travailler en amont. Alors, sinon, je vois que vous avez beaucoup d'autres matériels. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce matériel? Donc pour vous présenter le matériel, vous avez une type de radio pour que les collègues puissent communiquer. Donc nous avons une radio satellitaire, vous avez un type de Motorola, vous avez le casque Peltor, donc que tout le monde soit en communication. Vous avez le casque avec système de JVN accroché pour pouvoir guider la nuit ou travailler sur une piste. Vous avez une paire de jumelles infrarouges. Vous avez notre arme, on ne peut pas partir sans arme pour aller en mission, pour faire la protection. Donc nous avons un pistolet type Glock et nous avons un fusil d'assaut type GK 416, version courte. Et en même temps, vous avez le système de transmission satellitaire avec l'antenne araignée. Et en plus, vous avez l'appareil photo pour pouvoir faire des photos de l'objectif qu'on vient de détruire ou qu'on vient de travailler. Donc pour vous ramener tout ça, donc, je vous montre avec quel type d'équipement qu'on part. Donc je suis accroché sous une gaine. Dans cette gaine, je suis dans l'avion. Donc la personne est couchée sur la caisse. C'est une caisse qui fait 100 kg. Donc à partir de là, de l'aéronef, vous êtes couché sur l'avion. Et vous avez deux largueurs qui vous poussent dans le vide. Et vous ouvrez votre parachute directement 10 secondes après pour pouvoir faire votre insertion sous voile, votre dérive sous voile, qui dure entre 30 et 40 minutes. Bon, pour faire cette dérive sous voile, vous traversez une highway donc, qui peut vous emmener jusqu'à 30 km de dérive pour pouvoir poser sous la cible, sous votre point de repère que vous avez travaillé en amont.
Donc vous arrivez sur votre terrain et à partir du terrain, votre mission commence au sol. Très bien. Écoutez, merci beaucoup Zouzou. Et puis bonne fin de salon. Merci à vous. Alors chaque jour dans Direct Défense, nos reporters se faufilent dans des endroits un peu inaccessibles au public. Aujourd'hui, on vous emmène dans la cabine des speakers officiels du salon. Ils s'appellent Pierre et Tim. C'est en quelque sorte la place la plus enviée du salon, la Vigie. Regardez. The third aircraft to this first flight on June 3rd. That's only a couple of days ago. Vous l'entendez, c'est The Voice, ou plutôt l'une des deux voix officielles du Salon du Bourget 2015. En effet, c'est une particularité, il y a une voix française et une voix anglaise qui commentent tous les jours les démonstrations aériennes du Salon. Et aujourd'hui, nous avons décidé de vous les présenter. C'est ici, juste derrière cette porte, que se cachent Tim et Pierre. Vous venez nous attendre. Vous savez que les hélicoptères ont différentes classes. Celle-ci, c'est celle des Onston, c'est-à-dire des transporteurs. Regardez les évolutions très serrées qu'il vient de faire tout à l'heure, alors que le rotor n'est pas un rotor rigide. Et c'est justement grâce à ces commandes électriques que la célérité de cet hélicoptère est possible. On vous a écouté, c'est très précis, très technique, très rythmé. Comment vous préparez ces interventions? On a une grosse préparation jointe avec à la fois les entreprises, les compagnies, les pilotes, le GIFAS. On nous demande d'être extrêmement précis, de ne pas faire de favoritisme. Donc on essaye de mettre tout ça en place avec des mots-clés, de ne pas trop comparer, d'avoir vraiment des spécificités pour chacun, de mettre en valeur chacun si on peut. On n'est pas du tout dans le commentaire du meeting aérien, parce qu'un salon, ce sont des gens qui viennent présenter du matériel et le vendre. Donc on n'est pas dans le loisir de démonstration pour le plaisir de le voir, on est dans la construction aéronautique, la finalité, on est le représentant auditif, on va dire, de ce qui est présenté en vol. Je ne peux pas m'empêcher de regarder vos micros qui sont quand même assez particuliers. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Ah, des micros qu'on nous a... Alors c'est la première fois que je travaille avec ce type de micro. C'est des micros qui sont utilisés dans les courses de Formule 1. Et ça permet de calibrer en fait la distance, notamment quand on n'a pas l'habitude du micro, et qu'on l'éloigne sans s'en rendre compte, ce qui fait qu'on a des différences qui sont entendues par le public, et ces différences peuvent être gênantes, notamment lorsqu'un avion fait du bruit. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir le micro positionné sur la lèvre, et donc d'être toujours en distance, ce qui fait qu'on n'est jamais perdu à savoir comment faire. Alors Émilie, tu vois, on n'est pas les seuls à profiter des démonstrations et des commentaires qui vont avec, donc on va baisser le son, on va profiter un peu, puis on se retrouve très vite pour un nouveau reportage plein de surprises. 70% de la cellule, et c'est peut-être justement le dessin qui est à l'arrière, qui rappelle ce subtil mélange d'une combinaison de matériaux de technologie avancée. Alors merci Samantha, nous avons quitté la Vigie pour retrouver notre stand du ministère de la Défense et je me trouve aux côtés du pilote de l'hélicoptère Caïman, Lionel. Bonjour Lionel. Bonjour. Alors avec vous, on va essayer de se familiariser un peu avec cet hélicoptère Caïman. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire quelles sont les missions de Caïman? Oui, alors les missions du NH90 sont multiples, puisqu'on a la chance d'avoir un hélicoptère multi-mission et multi-rôle. Et donc on peut faire au-dessus de la mer, dans l'espace aéromaritime, un petit peu toutes les missions qu'on peut faire avec un hélicoptère. Ça veut dire qu'on peut à la fois faire des missions de lutte anti-navire, de surveillance, mais aussi de lutte anti-sous-marine. Et ensuite, grâce à sa modularité, on peut reconfigurer l'hélicoptère pour faire des missions de secours en mer ou des missions avec les forces spéciales depuis la mer vers la terre. Alors on dit de lui que c'est un appareil dernière génération, pourquoi ? Eh bien là encore, la réponse elle n'est pas unique. Il y a plusieurs réponses possibles. La première, c'est que c'est le premier hélicoptère muni de commande de vol électrique, ce qui lui donne une stabilité et une manœuvrabilité exceptionnelles. C'est d'ailleurs pour ça que dans la marine, nous l'utilisons avec un seul pilote. Le deuxième membre d'équipage devant, c'est un tacticien. Ensuite, la deuxième réponse, ça peut être sur sa structure, qui est en matériaux composites. Et ensuite, il y a également la dernière génération pour tous ces senseurs, qui sont les matériels électroniques qui lui permettent de récolter toute l'information et de mener à bien sa mission. Alors quels sont ses atouts finalement ? Et là encore, on a beaucoup d'atouts sur le NH90. Le Caïman Marine, ses premiers atouts, ça va être sa capacité à embarquer sur les bateaux. Pour ça, on a la possibilité de replier les pales,
de replier la queue. On a également un harpon qui nous permet de nous accrocher au pont d'envol lorsque la mer est formée et que le vent s'est levé. On a également la possibilité, avec des trains qui sont renforcés, d'avoir un contact avec le pont qui est un petit peu plus franc qu'à terre ou sur un aérodrome. Ça, c'est ces premiers atouts, on va dire, marines. Mais on a également aussi tout son système de mission qui, lui, est taillé pour aller au-dessus de l'eau et pour s'intégrer dans l'espace aéromaritime et la lutte anti-sous-marine. Et alors avec tous ces atouts, on imagine qu'il a peut-être déjà été déployé sur le terrain. Est-ce qu'il a fait ses preuves déjà Tout à fait. Et il rentre juste de mission où il était déployé avec le porte-avions, où il a participé à la protection du porte-avions dans le golfe Persique et en océan Indien. Et donc les premiers retours opérationnels qu'on a avec cet appareil sont excellents et nous donnent des espoirs, de grands espoirs pour l'avenir sur l'utilisation de ce vecteur sur les frégates et éventuellement sur d'autres plateformes. Très bien, merci beaucoup Lionel d'avoir répondu à nos questions. Et puis on reparlera du NH90 avec Rudy qui est opérateur censeur. Ce sera en fin de magazine. Merci à vous. Alors on va prendre un peu plus de hauteur pour se rendre dans l'espace. On le sait, les renseignements fournis par les satellites sont essentiels pour mener à bien les opérations sur le terrain. Actuellement, c'est Helios qui transmet ce type d'image, mais à partir de 2018, il sera remplacé par un programme qui s'appelle MUSIS, qui est encore plus performant. Regardez. Opérationnel de jour comme de nuit, le système MUSIS CSO permettra à nos forces de commander et de recevoir des images spatiales en toute rapidité. Les systèmes d'observation par satellite représentent désormais un outil indispensable à chaque étape d'une opération militaire. En amont de la mission, les systèmes spatiaux permettent de préparer, de recueillir du renseignement. Pendant la mission, ces images sont aussi utilisées dans des systèmes de cartographie et également immédiatement après la réalisation de la mission pour vérifier que la mission s'est bien déroulée et que les objectifs visés ont été atteints. Le programme MUSIS doit prendre la relève du système d'observation spatiale Helios, auquel il apporte plusieurs améliorations. Le temps de réponse entre le moment où on commande et on va recevoir une image sera réduit, ce qui permettra d'être plus adapté au tempo des opérations. Un autre exemple, l'agilité des satellites permettra d'avoir un nombre important d'images à travers la planète, ce qui permettra de servir un plus grand nombre d'utilisateurs. Enfin, la résolution sera améliorée, ce qui permettra de voir des détails plus précis sur les images. Au Bourget, le stand dédié au système MUSIS donne un exemple concret de son utilisation. On présente une maquette, un exemple d'interface utilisateur pour commander des images à réaliser par le satellite et recevoir derrière ces images et les visualiser. D'un côté, vous avez la cartographie avec l'orbite du satellite et de l'autre côté, ici, la définition des différents paramètres de la demande, typiquement la zone géographique ou le mode d'acquisition. Et là, donc, vous avez le poste propre à la visualisation, vérifier que la qualité de l'image est correcte. On se met vraiment dans la peau finalement de l'utilisateur, de l'opérationnel, et ils vont pouvoir recevoir leur image là où ils se trouvent. Et ça peut très bien être sur un théâtre d'opération. Lancé en 2010, MUSIS devrait être livré aux forces en 2018. Retour sur Terre avec le fameux Rafale qui se trouve juste derrière moi. Alors le Rafale, c'est un engin ultra sophistiqué à la pointe de la technologie. Ceux qui ont la chance de le piloter le savent bien, surtout quand on fait un petit zoom arrière. En un siècle, le métier de pilote a considérablement évolué. Les engins de combat aussi, c'est la séquence histoire. 1er avril 1915. Pour la première fois dans l'histoire aérienne, un pilote seul aux commandes de son appareil abattait un autre avion. Le Français Roland Garros venait d'inventer la chasse aérienne monoplace. Un siècle après cet exploit, l'armée de l'air forme toujours ses jeunes pilotes sur la base de Cazaux. Au-dessus de l'étang, les jeunes chasseurs apprennent les techniques de combat, comme en 1915. Nous, on apprend donc pour effectuer un tir réussi, c'est d'abord manœuvrer son avion dans une position favorable. Donc si on peut arriver effectivement sur un secteur arrière sans qu'il nous ait vus, placer notre tir et dégager le plus rapidement possible, c'est évidemment l'idéal. Et ça, c'est absolument commun à ce qu'il faisait à l'époque. Le bandit décide de t'honorer toi, donc toi tu réagis. Notre instructeur va nous donner des conseils. Voilà. Et donc pour déjà essayer de donner vie à ces mots, il va utiliser les mains pour essayer de retranscrire ce qu'il est en train de nous expliquer, de nous apprendre. Mais rien ne vaut la partie en l'air où là on va vraiment se rendre compte de la trajectoire 3D d'un avion.
En 100 ans, le métier de pilote de chasse a considérablement évolué. La motorisation, les vitesses et les matériaux ont changé, mais c'est surtout l'électronique embarquée qui aide désormais les pilotes dans les phases de combat. On n'a plus qu'à juger la distance qu'on a entre l'avion et nous, alors qu'avant il fallait qu'il juge cette distance, qu'il juge également où placer les organes de visée pour tirer. Nous, nos organes de visée sont déjà bien placés, donc c'est plus simple. Ouais, là, il a ramassé. Aujourd'hui, les pilotes de combat connaissent les phases critiques du vol, et contrairement à leurs ancêtres, ils savent qu'ils peuvent compter sur leur machine. C'est elle qui va imposer les limites. Il est beaucoup plus difficile de partir en vrille avec un Rafale qu'avec un avion à commande classique. Quand vous arrivez dans le combat aérien, au moment du début du combat, vous pouvez vous permettre d'aller vraiment en butée de commande. Et vous savez que le calculateur derrière, lui, va vous donner le maximum de ce que peut fournir l'appareil sans vous faire sortir du domaine de vol, donc sans partir en perte de contrôle et donc du coup à perdre le combat. À bord du Rafale, le pilote peut se concentrer pleinement sur le combat. L'avion prend à sa charge une foule d'éléments. Il y a un siècle, il n'y avait aucune assistance à attendre de l'avion. Chaque vol était une aventure exigeante et dangereuse. De retour sur le stand du ministère de la Défense, vous le voyez à bord d'un Mirage 2000D avion banc d'essai. Et vous le savez, dans Direct Défense, nous avons chaque jour rendez-vous avec une PME innovante qui a reçu le soutien de la DGA. Aujourd'hui, nous partons à la découverte de Seria. Alors Seria, c'est une entreprise familiale fondée en 1987 et basée à Pessac. Il y a 10 ans, elle a pris le virage des bancs d'essai. Un reportage. Au début des années 2000, Certia a eu un déclic. Développer les bancs d'essai basés sur la modélisation. C'est grâce à la DGA que tout s'est accéléré. On a eu accès à un expert de la DGA qui nous a complètement confortés sur le fait qu'on était sur la bonne voie et qu'il fallait investir sur cette voie-là et qu'on aurait forcément un retour sur investissement plus rapide que ce qu'on comptait faire à l'époque. Et ça nous a permis après de remporter tout un ensemble de marchés dans le cadre du développement du programme A380, dans le cadre du développement du programme A400 Airbus, dans le cadre du développement du programme A350. Depuis, Certia a créé Présage, une plateforme de simulation qui détermine le comportement des composants d'un matériel en fonction de divers paramètres. Nous avons la possibilité d'anticiper sur un certain nombre de phénomènes avant justement de concevoir réellement le système. On essaye de voir si ça répond aux besoins avant de faire la conception physique de la chose. Le dispositif rapide de la DGA a permis à Présage de voir le jour. Ça nous a permis aussi d'avoir un support financier sur 3 ans, la durée du projet, et d'avoir la possibilité de travailler avec des laboratoires à travers des conventions et aussi d'avoir à recruter des personnes, puisqu'il y a eu 2 personnes qui ont joint Certia pour travailler sur ce projet-là. Prochaine étape, créer un banc d'essai totalement virtuel. Et là encore, Certia compte sur la DGA pour transformer l'essai. Et on va reparler du NH90. On l'a vu tout à l'heure avec Lionel. Le NH90 est un hélicoptère de dernière génération avec une spécificité bien à lui, la lutte anti-sous-marine. Et je me trouve en compagnie de Rudy, qui est opérateur censeur. Bonjour Rudy. Bonjour. Alors vous êtes l'opérateur des censeurs donc, du NH90 et vous êtes placé d'ailleurs à l'arrière de la cabine, là, juste ici. On va essayer de ne pas être trop technique et de comprendre un peu mieux ce NH90. Que recouvre exactement le terme de lutte ASM ? Alors, par définition, la lutte ASM, c'est la lutte anti-sous-marine. C'est un domaine assez vaste. Ça va de la recherche, l'identification et éventuellement la destruction d'un sous-marin que l'on peut découvrir dans nos eaux territoriales. Alors, autre terme important, c'est la bouée acoustique. Comment est-ce qu'elle fonctionne, cette bouée ? Alors, cette bouée, dans l'hélicoptère, on en a plusieurs types à notre disposition. Cette bouée est placée à l'arrière de l'hélicoptère. Elle est larguée par ce qu'on appelle un SBDU. Donc c'est juste un barillet qui nous permet de lancer les bouées. Cette bouée est composée d'un parachute. Quand elle est lancée, le parachute s'ouvre. Elle tombe à l'eau. Il y a un hydrophone qui se déploie à une profondeur qui a été programmée en amont.
Est-ce qu'on peut parler également du sonar flash? Comment est-ce qu'il est mis en œuvre et quel est son fonctionnement? Le sonar flash que vous voyez derrière le siège du multisenseur, c'est un sonar assez efficace. On le trempe, on a un câble qui nous permet de dérouler le sonar à une distance de 700 mètres, une distance à laquelle on ne l'emploie jamais évidemment. Il est assez rapide à la descente, c'est un sonar vraiment efficace pour la lutte anti-sous-marine. Alors le but du jeu évidemment c'est de repérer un sous-marin. Quand celui-ci est repéré, comment est-ce qu'on peut le traiter? Comme je vous l'ai dit, ça part de la recherche. Après, il y a l'identification. Les moyens d'identification, ce sont justement les bouées avec lesquelles on largue des barrages pour identifier le sous-marin. Et après, le traitement peut se faire par hélicoptère, par avion ou par un navire de guerre qui croise à proximité. Très bien, merci beaucoup Rudy. On en sait un peu plus sur le NH90 et puis très bonne fin de salon. Et c'est déjà la fin de notre édition Direct Défense. On se retrouve bien sûr demain pour une nouvelle émission. Et en attendant, on se quitte sur ces images de Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense, qui était hier sur notre stand, qui a pris le temps d'échanger longuement avec tous les membres de notre équipe. À demain, très bonne fin de journée.